J'avais 70 ans quand ma dignité s'est brisée comme mes lunettes sur le marbre froid. Devant 130 invités au mariage de mon fils, ma belle-fille m'a humilié, exigeant les clés de mon dernier refuge, mon appartement sur la corniche. Son gifle a résonné dans la salle, mais ce n'est pas la douleur qui m'a fait le plus mal. C'est le silence de mon propre fils qui n'a pas levé le petit doigt pour défendre sa mère. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que certains secrets de famille ne restent pas enterrés éternellement. Un seul appel téléphonique allait tout changer. Une seule personne allait faire trembler l'empire de mensonges soigneusement construit pendant 25 ans. Qui était cet homme mystérieux qui a fait pleurer ma belle-fille de terreur en franchissant la porte 30 minutes plus tard? Quel terrible secret notre famille avait-elle dissimulé pendant toutes ces années? Si vous avez déjà été trahi par ceux qui étaient censés vous aimer le plus, cette histoire va vous bouleverser jusqu'aux larmes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de commenter d'où vous nous regardez pour découvrir d'autres histoires qui vous feront frémir d'émotion. J'avais 70 ans lorsque, au mariage de mon fils à Marseille, j'ai perdu bien plus que mes lunettes. J'ai perdu le peu de dignité qu'il me restait auprès de ma famille. La musique résonnait, les lustres illuminaient les visages souriants, et je me sentais comme une simple invitée oubliée dans un coin de la fête, une étrangère dans ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens encore de chaque détail. Le château Borelli avec ses jardins magnifiques et sa façade du XVIIIe siècle avait été loué pour l'occasion. Les nappes en lin blanc, les fleurs fraîches importées de Grasse, le champagne Veuve Clicquot qui coulait à flots. Une fortune dépensée pour impressionner. Mais moi, la mère du marié, j'étais assise à une table éloignée, comme une vieille relique qu'on n'ose pas cacher complètement. « Regardez comme elle est chic aujourd'hui, la vieille Simone », avait murmuré ma belle-sœur en passant près de moi, pensant que ma surdité m'empêcherait de l'entendre. J'avais mis ma plus belle robe bleu marine, celle que mon défunt Marie-Henri m'avait offerte pour notre 40e anniversaire de mariage. Un petit collier de perles, des chaussures confortables mais élégantes. J'avais même fait coiffer mes cheveux gris chez mon coiffeur de la rue de la République. Tout cela pourquoi? Pour être traitée comme une charge, un embarras. C'est alors qu'elle s'est approchée. Élise, ma belle-fille, dans sa robe de mariée qui avait coûté le prix d'une petite voiture. Son sourire était éclatant pour les photographes. Mais quand elle s'est tournée vers moi, j'ai reconnu cette expression que je connaissais trop bien. Ce sourire venimeux qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle a levé sa coupe de champagne et d'une voix assez forte pour que la moitié de la salle l'entende, elle a lancé « Donnez-moi les clés de votre duplex. Nous en avons besoin pour notre lune de miel. » J'ai senti le salon se figer autour de moi. Les conversations se sont tues, les regards se sont tournés vers nous. Mon duplex sur la corniche Kennedy, avec sa vue imprenable sur la Méditerranée, était la dernière chose qu'Henry m'avait laissée. Notre nid, notre refuge pendant plus de 30 ans. Non, ma chère, ai-je répondu calmement, serrant mon sac à main contre ma poitrine. Ma maison est mon dernier refuge. Son visage s'est transformé en un instant. Cette belle façade s'est effondrée, révélant la rage pure que j'avais toujours sentie bouillonner sous la surface. Avant que je puisse réagir, sa main a fendu l'air. La gifle a résonné comme un coup de fouet, si forte que mes lunettes ont volé de mon visage et se sont brisées sur le sol en marbre. La douleur a traversé ma joue, mais c'est l'humiliation qui m'a vraiment coupé le souffle. 130 personnes ont assisté à cette scène en silence complet. J'ai cherché mon fils du regard. Il se tenait là, figé, les yeux baissés, incapable de défendre sa propre mère. Je n'ai pas pleuré. Pas là, pas devant eux. Je me suis simplement levé, les mains tremblantes, ramassant les débris de mes lunettes. Quelqu'un a ricané doucement, un autre a murmuré « Elle l'a bien cherché ». Même le serveur a détourné le regard, embarrassé pour moi. J'ai traversé le salon comme un fantôme, sentant le poids de 70 années de vie sur mes épaules. Une vie où j'avais toujours essayé d'être gentille, d'être aimante. Une vie où j'avais tout donné pour ma famille, pour ce fils qui maintenant regardait ailleurs pendant qu'on m'humiliait. Sur le trottoir froid, le mistral de septembre me mordait les joues. Sans mes lunettes, le monde était flou, mais peut-être était-ce préférable. Je ne voulais plus voir clairement ce que ma famille était devenue. J'ai fouillé dans mon sac, cherchant mon vieux téléphone. Mes doigts ont composé un numéro que je gardais enfoui au fond de ma mémoire, comme un secret honteux. La sonnerie a retenti 3 fois avant qu'une voix ne réponde. Une voix que peu de personnes dans ce mariage auraient reconnue. Une voix qui appartenait à un passé que ma belle-fille, mon fils et toute ma famille avaient désespérément essayé d'effacer. « Allô ?» a dit la voix, profonde et méfiante. Mon cœur s'est emballé. Je savais qu'en passant cet appel,
rien ne serait plus jamais comme avant, que les secrets enfouis depuis des décennies remonteraient à la surface, comme des cadavres dans la baie de Marseille. Mais après cette gifle, après cette humiliation publique, je n'avais plus rien à perdre. C'est moi, ai-je dit doucement. J'ai besoin de toi maintenant. Ils sont allés trop loin. Un silence, puis « J'arrive. Donnez-moi 30 minutes. » J'ai raccroché, sentant pour la première fois depuis des années une étincelle de pouvoir, une étincelle de justice à venir. Je savais que lorsqu'il arriverait, lorsqu'il franchirait les portes de ce mariage somptueux, ma belle-fille pleurerait. Non pas de joie, mais de terreur pure, car certains fantômes du passé ne restent pas enterrés, même sous les robes de mariée les plus coûteuses. Tandis que je marchais dans la rue déserte, mes jambes encore chancelantes, j'ai entendu sa voix rauque au téléphone, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, mais qui habitait chacun de mes rêves. « Vous avez mis beaucoup de temps à m'appeler, maman. » J'ai avalé avec difficulté. Ce « maman » n'était pas un terme d'affection. C'était une vieille blessure qui ne s'était jamais refermée, une plaie béante dans l'histoire de notre famille. J'avais appelé mon petit-fils perdu, fruit d'une tragédie que toute la famille avait tenté de dissimuler. Un secret enfoui sous des mensonges si épais que même les embruns salés de la Méditerranée n'avaient en pu les éroder. « Je suis désolé, Lucas, tellement désolé », ai-je murmuré, ma voix se brisant sur les derniers mots. Le réverbère au-dessus de ma tête vacillait, projetant des ombres dansantes sur le pavé humide du vieux port. « Attendez une demi-heure, a-t-il promis. Je viens vous chercher. » J'ai raccroché et glissé mon téléphone dans mon sac à main en cuir usé, celui qu'Henri m'avait offert lors de notre dernier anniversaire, avant qu'il ne soit emporté par ce foutu cancer, la même année où tout avait basculé pour notre famille. Je me suis dirigé vers le café de l'abbaye, juste à côté de l'imposante église Saint-Victor. C'était un endroit modeste, loin des restaurants étoilés que ma belle-fille affectionnait tant. Le genre d'établissement où les vieux Marseillais venaient jouer aux cartes et parler du dernier match de l'OM. L'odeur réconfortante du pain chaud se mêlait à celle, plus âcre, du vin bon marché et de la gauloise. Un serveur à la moustache grisonnante m'a reconnu et m'a fait un signe de tête respectueux. Comme d'habitude, Madame Legrand. J'ai acquiescé, reconnaissante qu'il y ait encore des endroits à Marseille où j'étais plus qu'une vieille femme encombrante. Il m'a servi un petit café noir et un verre d'eau, sans que j'aie besoin de demander. Puis il a posé discrètement un verre de pastis à côté. « Pour les émotions », a-t-il dit simplement avant de s'éloigner. Assise là, j'ai observé mon reflet trouble dans le miroir usé accroché derrière le comptoir. Sans mes lunettes, je voyais à peine mon visage, mais je connaissais chaque ride par cœur, chaque sillon creusé par les années de silence et de regret. Je me suis souvenu du jour où il m'avait forcé à signer ses papiers à l'hôpital de la Timone. « C'est pour le bien de tous, Simone », avait insisté mon fils Philippe. « Cet enfant n'a pas d'avenir dans notre famille. Tu ne peux pas l'élever, tu as déjà 60 ans. » Il m'avait dit que le bébé était handicapé, qu'il aurait besoin de soins constants, que la fille de Philippe, Marie, l'avait eu trop jeune, à peine 17 ans, avec un garçon des quartiers nord que personne n'avait jamais rencontré. Une honte pour notre famille bourgeoise. Élise, déjà fiancée à Philippe à l'époque, avait été la plus virulente. « Personne ne doit savoir », avait-elle déclaré. « Nous allons envoyer Marie finir ses études en Suisse. Quant au bébé, il m'avait dit qu'il était mort 2 semaines plus tard. Une malformation cardiaque. Nous n'avions même pas eu de funérailles. Juste un petit avis dans la Provence que personne n'avait lu. Et Marie n'était jamais revenue de Suisse. Elle s'était installée à Genève, nous appelant rarement, ne revenant jamais à Marseille. Pas même pour les Noëls ou les anniversaires. Ma petite fille, perdue elle aussi. Mais mon cœur n'avait jamais accepté cette version. Une grand-mère sait. Et pendant des années, j'avais cherché, discrètement, entre les rendez-vous chez le médecin et les courses au marché du Prado. J'avais épluché des registres, questionné d'anciennes infirmières, jusqu'à ce jour, 3 ans plus tôt, où j'avais trouvé sa trace. J'ai bu une gorgée amère de café, sentant les larmes me monter aux yeux. 25 ans de mensonges. 25 ans où mon petit-fils avait grandi sans connaître son héritage, sa famille, son histoire. Un frisson m'a parcouru soudainement. Par la fenêtre embuée du café, j'ai aperçu mon gendre, le mari de ma défunte fille, chuchotant avec 2 cousins éloignés. Antoine Mercier, notaire respecté à Aix-en-Provence, avec son éternelle cravate bleue et ses lunettes en écaille. Ils échangèrent des regards furtifs, des murmures cachés derrière des mains tendues, et ces regards se dirigeaient vers moi.
Le cliffrange commençait. Pourquoi tant de peur suscitée par ce simple coup de téléphone? Qu'est-ce qui les effrayait tant dans le retour de Lucas? Je connaissais Antoine, sa façade respectable et son cœur froid. Il avait toujours été le gardien des secrets de famille, celui qui avait rédigé tous ces documents que j'avais signés dans un brouillard de chagrin. J'ai posé quelques pièces sur la table et me suis levé. Le pastis restait intact. J'aurais besoin de toute ma lucidité ce soir. En sortant, j'ai croisé le regard d'Antoine. Un regard qui, même sans mes lunettes, m'a glacé le sang. « Vous ne devriez pas être ici, belle maman », a-t-il dit doucement, s'approchant de moi. « Retournez à la fête. Nous pouvons tout arranger pour l'appartement. Un compromis, peut-être ?» Sa main s'est posée sur mon épaule, lourde comme une pierre tombale. J'ai reculé d'un pas. « C'est trop tard pour les compromis, Antoine. Beaucoup trop tard. » Sur le trottoir, une voiture noire s'est arrêtée. La portière s'est ouverte. Et je savais, en voyant la silhouette qui en descendait, que ma vie allait basculer une nouvelle fois. Lucas était revenu à Marseille. Et avec lui, tous nos fantômes. Je suis retourné au salon de réception, le cœur battant comme le Mistral contre les volets en hiver. La gifle d'Élise avait laissé une marque invisible mais profonde, plus douloureuse que la rougeur sur ma joue. En franchissant les portes ornées de fleurs blanches et de rubans de soie, j'ai senti tous les regards se détourner, comme si j'étais devenu un fantôme, une présence gênante qu'on préfère ignorer. L'orchestre jouait un morceau de Brel. Ne me quitte pas. Quelle ironie. La chanson qu'Henri me chantait les soirs d'été sur notre terrasse, quand la mer était calme et que la vie semblait éternelle. Je me suis glissé entre les tables, cherchant un coin discret pour observer. Attendre. Lucas m'avait demandé quelques minutes avant de faire son entrée. J'ai des choses à récupérer dans ma voiture, avait-il dit, avec une assurance que je ne connaissais pas chez ce jeune homme que j'avais retrouvé si récemment. À travers ma vision floue, j'ai cherché mon fils du regard. Philippe se tenait près du gâteau monumental, un édifice à 6 étages couronné de macarons pastels. Il souriait au photographe, mais même sans mes lunettes, je pouvais voir que ce sourire n'atteignait pas ses yeux. À ses côtés, Élise resplendissait dans sa robe de créateur, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas giflé la mère de son mari devant toute l'assemblée quelques minutes plus tôt. Je me suis souvenu de Philippe enfant, 8 ans à peine, les genoux écorchés après être tombé en jouant au football sur la canebière. Il avait serré ses petits poings et m'avait regardé avec une détermination farouche. Quand je serai grand, maman, je ne laisserai personne te faire du mal. Jamais. Il était sincère alors. Mon petit garçon aux yeux clairs comme la mer. Où était passée cette promesse? Dissoute dans l'ambition? Noyé dans le champagne hors de prix? Maintenant, il se tenait là, immobile près de sa femme, complice par son silence. Un homme de 53 ans qui avait choisi sa cage dorée plutôt que sa mère, qui avait préféré enterrer la vérité sur son propre neveu pour préserver les apparences. J'ai pris place à une table éloignée, observant les convives qui prétendaient ne pas me voir. L'hypocrisie était palpable, flottant dans l'air comme le parfum trop sucré des fleurs d'oranger qui décoraient chaque table. Des gens avec qui j'avais partagé des repas de Noël, des vacances à Juan-les-Pins, des baptêmes et des communions. Des gens qui maintenant regardaient ailleurs, craignant d'être associés à la vieille femme disgraciée. Une main s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné, espérant presque voir Lucas. Mais c'était Marthe, ma cousine au 3e degré. Une femme de mon âge, au visage aussi ridé qu'un vieux parchemin, mais aux yeux encore vifs. Une des rares personnes de la famille qui n'avait jamais joué le jeu des secrets et des mensonges. « Tu vas bien, Simone ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible par-dessus la musique. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Marthe s'est penchée plus près, son parfum Chanel No. 5 me rappelant notre jeunesse sur les plages de Cassis. « Si tu ne donnes pas rapidement les clés de ton appartement, ils vont mettre leur plan à exécution, » a-t-elle murmuré, le regard inquiet. « Ils prévoient de te faire interner, comme ils l'avaient planifié. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Les rumeurs étaient donc vraies. Ces chuchotements que j'avais surpris entre Philippe et Élise. Ces visites amicales de médecins qui posaient trop de questions sur ma mémoire, mon équilibre, ma capacité à vivre seul. Ce n'était pas de la paranoïa. Ils complotaient réellement. L'internement, ai-je répété, sentant le mot rouler sur ma langue comme un caillou tranchant, pour une vieille femme qui refuse de céder son dernier bien. Marthe a serré ma main, ses doigts noueux s'entremêlant aux miens. Ils disent que tu perds la tête, que tu inventes des histoires, que tu deviens dangereuse pour toi-même. J'ai eu un rire amer. Dangereux pour leur plan plutôt, pour leur avidité.
Mon appartement en duplex sur la corniche Kennedy, avec sa vue imprenable sur les îles du Frioul, valait une fortune. Plus de 2 millions d'euros selon la dernière estimation. Un héritage convoité par ceux qui n'avaient pas la patience d'attendre ma mort naturelle. Mais ils ignoraient une chose cruciale. Dans le tiroir secret de mon secrétaire Louis XV, caché derrière une fausse paroi, se trouvait le véritable testament d'Henri. Pas celui que Philippe croyait connaître, pas celui qu'Antoine Mercier avait rédigé sous la pression. Le vrai, écrit de la main tremblante d'Henri quelques jours avant sa mort, quand il avait enfin compris les machinations qui se tramaient autour de notre patrimoine. Un testament qui changeait tout, qui révélait la vérité sur Lucas, sur Marie, sur les manœuvres d'Élise pour s'approprier notre fortune. Un document que j'avais gardé comme une arme de dernier recours, espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Marthe. Ma cousine a jeté un regard inquiet par-dessus son épaule. Fais attention, Simone. Élise a des amis puissants. Et Philippe? Philippe n'est plus le petit garçon que tu as élevé. Avant que je puisse répondre, un mouvement près de l'entrée a attiré mon attention. La grande porte à double battant s'est ouverte lentement. La musique a continué quelques secondes avant de s'éteindre progressivement, comme une vague se retirant du rivage. Les conversations se sont tues, une à une, et le silence qui a suivi était plus profond que n'importe quelle musique. Marthe a suivi mon regard, plissant les yeux pour mieux voir. « Qui est-ce » a-t-elle demandé, intriguée par l'effet que ce nouveau venu produisait sur l'assemblée. Je n'ai pas eu besoin de répondre, car à cet instant précis, Élise a laissé échapper un cri étouffé, un son qui n'était ni surprise ni colère, mais pure terreur, comme si elle avait vu un mort se lever de sa tombe, et d'une certaine façon c'était le cas. Il est entré d'un pas assuré, ses semelles résonnant sur le marbre poli du château Borelli. Son manteau sombre était trempé par la pluie qui venait de commencer à tomber sur Marseille, une de ces averses méditerranéennes aussi soudaines que violentes. Des gouttes d'eau glissaient de ses cheveux noirs, traçant des sillons sur son visage aux traits marqués, un visage que je connaissais si peu, mais qui portait les échos de notre famille, le front déterminé d'Henri, la mâchoire volontaire de mon père, et quelque chose dans le regard qui me rappelait ma propre mère. Le silence dans la salle était assourdissant. Les 130 invités, figés entre deux bouchées de mignardise ou deux gorgées de champagne, observaient ce jeune homme de 25 ans qui venait de faire irruption dans leur soirée parfaitement orchestrée. Même l'orchestre s'était tu, le violoniste restant en suspens, son archet immobile au-dessus des cordes. Élise, ma belle-fille, avait pâli si brusquement que son maquillage sophistiqué semblait flotter sur un masque de cire. Elle a laissé échapper sa coupe de champagne qui s'est fracassée sur le sol, éclaboussant sa robe ivoire de taches dorées. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, mais portée par le silence de la salle. Lucas s'est avancé, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur moi. Nos yeux se sont croisés et, malgré ma vision floue sans lunettes, j'ai pu voir la détermination qui brûlait dans les siens. Il tenait à la main une grande enveloppe Kraft scellée, jaunâtre et usée au coin, comme si elle avait été conservée longtemps. « Bonsoir », a-t-il dit simplement, sa voix grave emplissant la salle. Je m'excuse d'interrompre les festivités. Philippe, mon fils, s'est précipité vers lui, son visage oscillant entre la colère et la panique. « Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire irruption dans une célébration privée ?» Un mensonge. Philippe savait exactement qui était ce jeune homme. Je l'ai vu dans le tremblement infime de sa lèvre inférieure, dans la façon dont ses doigts se crispaient sur son verre. Mon fils avait toujours été un piètre menteur. Même enfant, quand il volait des calissons dans la boîte que je réservais pour les visites, ses yeux le trahissaient toujours. Lucas a ignoré Philippe, s'avançant plutôt vers le centre de la pièce. Sa présence avait quelque chose de magnétique, d'inévitable, comme ces orages d'été qui s'abattent sur Marseille, en apportant à la fois destruction et soulagement. « Cette fête va se terminer différemment de ce que vous aviez prévu », a-t-il déclaré, sa voix tremblante mais déterminée. Chaque syllabe résonnait contre les murs ornés de miroirs du château, multipliant l'impact de ses mots. « Je m'appelle Lucas Legrand, fils de Marie Legrand, petit-fils de Simone et Henri Legrand. » À ces mots, plusieurs invités ont haleté, d'autres ont commencé à chuchoter frénétiquement. Marie, ma petite fille, était presque une légende urbaine dans notre famille. La jeune fille brillante envoyée en Suisse pour finir ses études et qui n'était jamais revenue. Peu savaient qu'elle avait eu un enfant à 17 ans. Encore moins savaient que cet enfant était supposément mort peu après sa naissance. Antoine Mercier, mon gendre, s'est avancé,
tentant de prendre le contrôle de la situation. Avec son costume impeccable et sa voix de notaire habitué au testament et aux déclarations solennelles, il a essayé de minimiser l'impact de cette apparition. « Écoutez, jeune homme, je ne sais pas qui vous a raconté ces histoires, mais il y a clairement une erreur. Marie n'a jamais eu d'enfant. Et arrêtez vos mensonges. » l'a coupé Lucas, d'une voix tranchante comme un couteau corse. « Vous savez parfaitement qui je suis. Vous étiez présent à ma naissance à la Timone. C'est vous qui avez rédigé les papiers d'abandon. C'est vous qui avez orchestré toute cette mascarade. » Antoine a reculé comme frappé physiquement par ces mots. Élise, qui s'était reprise, s'est approchée de Lucas, tentant une approche différente. Elle a posé une main sur son bras, affichant un sourire qui se voulait chaleureux mais qui ressemblait davantage à une grimace. « Mon cher, vous semblez bouleversé. Peut-être pourrions-nous discuter de tout cela en privé? C'est le mariage de votre oncle, après tout. Un jour spécial qui ne devrait pas être gâché par des malentendus familiaux. » Lucas a regardé sa main comme on regarderait une araignée venimeuse, avant de se dégager avec une politesse glaciale. « Il n'y a rien de privé dans ce que j'ai à dire. Vous avez humilié ma grand-mère publiquement. La justice sera également publique. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant légèrement. « Grand-mère, je suis navré de n'être pas intervenu plus tôt. J'attendais dans la voiture, préparant certains documents. Mais une femme à l'entrée m'a raconté ce qui venait de se passer. Mon cœur s'est serré. Entendre ce jeune homme m'appeler grand-mère pour la première fois en public provoquait en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Joie, douleur, fierté, regret. Toutes ces années perdues, tous ces moments que nous n'avions pas partagés. Les premiers pas, les premiers mots, les premières dents. Les anniversaires, les Noëls, les diplômes. Élise a éclaté d'un rire forcé, se tournant vers les invités avec un geste théâtral. « Voyons, ne vous laissez pas abuser par ce stratagème pitoyable. » Simone a toujours eu une imagination débordante. Manifestement, elle a engagé cet acteur pour perturber notre journée. Une vengeance mesquine pour une simple querelle familiale. Philippe semblait de plus en plus mal à l'aise, tiraillé entre sa femme et cette vérité qui menaçait de tout balayer sur son passage. Lucas a ouvert l'enveloppe Kraft et en a sorti une liasse de documents. Sa main tremblait légèrement, trahissant l'émotion qui l'habitait malgré son apparence calme. « Cette fête est construite sur des mensonges », a-t-il déclaré, élevant la voix pour que tous l'entendent clairement, comme l'a été cette famille pendant 25 ans. Il est temps que la vérité éclate. L'enveloppe est tombée sur la table principale avec un bruit sourd comme un couperet. Lucas l'a ouverte d'un geste précis, en a extrait plusieurs feuillets jaunis par le temps et les a étalés méthodiquement. J'ai reconnu immédiatement l'entête bleue de l'hôpital de la Timone, le même papier à lettres qui avait servi à m'annoncer la mort de mon mari 10 ans plus tôt. Ces documents semblaient surgir d'un autre temps, témoins silencieux d'une époque que ma famille s'était efforcée d'enterrer. « Regardez », a dit Lucas, sa voix étrangement calme, malgré l'émotion qui faisait trembler ses mains. Certificat de naissance. Lucas Henri Legrand, né le 12 mai 2000 à l'hôpital de la Timone, Marseille. Mère, Marie-Simone Legrand, 17 ans. Père, inconnu. Il a posé ce premier document devant Philippe, dont le visage avait pris la teinte grisâtre des jours de Mistral. Puis Lucas a continué, sortant un deuxième papier. Certificat médical signé par le docteur Renaud Fabre, attestant que l'enfant est né en parfaite santé. Aucune malformation cardiaque, aucun handicap. Sa voix s'est légèrement brisée sur ces derniers mots, et j'ai senti mon cœur se serrer. On m'avait dit que ce petit-fils que je n'avais aperçu qu'une fois à travers la vitre de la maternité souffrait de graves problèmes de santé. Une invention cruelle pour me faire accepter son placement. Et voici le plus intéressant, a poursuivi Lucas, exhibant un document notarié dont le papier vélin craquait légèrement sous ses doigts. L'acte d'abandon, signé par vous, Antoine Mercier, en tant que représentant légal de la famille Legrand, et par vous, Philippe Legrand, en tant que tuteur temporaire de Marie, alors mineure. Antoine s'est précipité, tentant de saisir les documents, mais Lucas s'est écarté d'un pas fluide. « N'y pensez même pas », a-t-il dit, un éclair de colère traversant son regard. Ces documents sont des copies certifiées conformes. Les originaux sont en sécurité avec mon avocat. Les invités, qui jusqu'alors observaient la scène dans un silence consterné, ont commencé à murmurer entre eux. J'ai entendu des bribes de conversation. Scandale, mensonge, honte. La réputation immaculée des Legrand, cette façade de respectabilité que ma belle-fille avait si soigneusement construite,
se fissurait à vue d'œil. Élise s'est avancée, son visage désormais déformé par une rage à peine contenue. Elle ne ressemblait plus à la mariée radieuse d'il y a quelques heures, mais à une furie, ses traits tirés par l'angoisse et la haine. « Ces documents ne prouvent rien », a-t-elle crié, cherchant du soutien parmi les invités. « N'importe qui peut falsifier des papiers de nos jours. Cet homme est un imposteur qui cherche à s'approprier notre héritage. » Lucas a souri tristement, comme s'il s'attendait à cette réaction. Il a sorti de sa poche un petit objet que j'ai immédiatement reconnu. Une vieille montre à gousset en argent usée par le temps, avec les initiales HL gravées sur le boîtier. La montre d'Henri, mon mari, que je croyais perdu depuis sa mort. « Cette montre, » a dit Lucas, la faisant tourner dans sa main pour que la lumière des lustres en cristal s'y reflète, a été donnée à ma mère par mon grand-père avant son départ forcé pour la Suisse. Elle me l'a confiée sur son lit de mort, il y a 2 ans. Elle m'a aussi raconté la vérité sur ma naissance, sur l'abandon orchestré par sa propre famille, sur les mensonges qu'on vous a fait croire, grand-mère. Marie était morte. Ma petite fille était partie sans que je puisse lui dire adieu, sans que je puisse lui demander pardon pour n'avoir pas été assez forte pour la protéger, elle et son enfant. La douleur m'a submergé comme une vague, me coupant le souffle. J'ai dû m'appuyer contre une table pour ne pas chanceler. Marie est décédée d'un cancer du sein à Genève, a continué Lucas, sa voix adoucie en prononçant le nom de sa mère. Ces derniers mots ont été pour vous, grand-mère. Elle voulait que je vous retrouve, que je vous dise qu'elle vous a toujours aimé, qu'elle a compris votre impuissance face à la machine familiale. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Je n'avais même pas su que ma petite fille était malade. Je n'avais pas pu lui tenir la main dans ces derniers moments. Encore une perte, encore un deuil volé par les mensonges de ma famille. Le Cliff Range montait en intensité. Pourquoi Élise tremblait-elle de rage et de peur? Quelle menace Lucas représentait-il au-delà de ces révélations déjà si bouleversantes? Quel secret plus sombre se cachait derrière cette histoire d'abandon? La réponse est venue du côté le plus inattendu. Philippe, mon fils, s'est avancé d'un pas chancelant. Son visage était ravagé par une émotion que je ne lui avais pas vue depuis l'enfance. Une honte profonde, viscérale. « Mère », a-t-il murmuré si bas que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Je savais. Le monde s'est arrêté de tourner. Ces 2 mots, prononcés avec la voix brisée d'un homme qui a porté trop longtemps un secret insupportable, ont résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mon propre fils, mon Philippe. Il savait que Lucas n'était pas mort. Il savait que Marie avait été exilée sous de faux prétextes. Il savait que j'avais été manipulé, que j'avais vécu 25 ans dans le deuil d'un petit-fils bien vivant. Tu savais? Ai-je répété, ma voix à peine audible. Depuis quand? Philippe a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Depuis le début, a-t-il avoué, les épaules voûtées sous le poids de la culpabilité. C'était l'idée d'Élise. Elle disait que c'était mieux pour tout le monde, que Marie pourrait recommencer sa vie sans le fardeau d'un enfant non désiré, que nous éviterions le scandale. Le scandale, ai-je répété, incrédule. Ta propre fille, ton propre petit-fils, sacrifié pour les apparences? Lucas a posé une main sur mon épaule, un geste de soutien qui m'a rappelé étrangement Henri. Malgré tout ce qu'il avait traversé, il trouvait encore la force de me réconforter, moi qui avais échoué à le protéger. Ce n'est pas tout, a-t-il dit doucement. Il y a autre chose que ma mère m'a révélé avant de mourir. Quelque chose qui explique pourquoi Élise a tant insisté pour m'éloigner de la famille. Quelque chose qui concerne le testament du grand-père Henri. Le salon s'est métamorphosé en tribunal impromptu. Les lustres du château Borelli, qui quelques heures plus tôt baignaient la salle de leur lumière dorée et festive, semblaient maintenant projeter des ombres accusatrices sur chaque visage. Les invités s'étaient écartés, formant un cercle autour de notre drame familial, à la fois avides de connaître la suite et gênés d'assister à cette mise à nu publique des Legrand. « Messieurs, dames », a déclaré Lucas en se tournant vers l'assemblée, « je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Ce n'était pas mon intention de gâcher ces festivités. Mais parfois, la justice exige des moments inconfortables. » Sa voix était posée, presque professionnelle. J'ai remarqué alors sa façon de se tenir, son élocution précise. Mon petit-fils n'était pas juste un survivant. Il avait réussi à se construire malgré tout. Une femme en tailleur bleu nuit, que j'ai reconnue comme étant la directrice de la banque où Philippe travaillait, s'est avancée. Peut-être devrions-nous laisser la famille régler ses différends en privé, a-t-elle suggéré, clairement mal à l'aise. Non,
a répondu Lucas fermement. Cette famille a vécu trop longtemps dans le secret et les mensonges. La vérité mérite d'être entendue. Il a sorti de sa poche intérieure une photo froissée qu'il m'a tendue. J'ai plissé les yeux, maudissant mes lunettes brisées. C'était une image de Marie, ma petite fille, probablement prise peu avant sa mort. Son visage émacié par la maladie gardait pourtant cette beauté sereine qu'elle avait toujours eue. Elle tenait dans ses mains un objet que j'ai mis quelques secondes à identifier. Un vieux carnet relié en cuir rouge. Le journal d'Henri, ai-je murmuré, reconnaissant enfin l'objet que mon mari avait toujours gardé près de lui. Lucas a hoché la tête. Grand-père y consignait tout. Ses pensées, ses observations, ses décisions, y compris les détails de son véritable testament. Antoine Mercier a fait un pas en avant, son masque professionnel craquelé par l'inquiétude. Ce testament n'a aucune valeur légale. Le seul document officiel est celui que j'ai moi-même rédigé et fait signer par Monsieur Legrand avant son décès. « En êtes-vous certain, maître Mercier ?» a demandé Lucas avec une pointe d'ironie. Ma mère m'a raconté l'histoire de sa visite secrète à l'hôpital, quelques jours avant la mort du grand-père. Comment elle a aidé Henri à rédiger un nouveau testament, daté et signé, en présence d'un autre notaire. Un document qui annulait toutes les dispositions précédentes. Le visage d'Antoine s'est décomposé. Élise, qui jusqu'alors observait la scène avec un mélange de rage et de panique, s'est précipitée vers Philippe. « C'est un mensonge » a-t-elle sifflé. « Ce garçon invente tout. Marie était en Suisse. Elle n'a jamais vu Henri avant sa mort. » Mais Lucas a continué son récit, sa voix devenant plus émotionnelle à mesure qu'il racontait l'histoire de sa mère. Mon unique petite fille. Ma mère a vécu seule à Genève pendant des années. Elle travaillait comme infirmière, élevant son fils unique avec le peu qu'elle gagnait. Elle n'a jamais cessé de penser à vous, grand-mère. Elle gardait votre photo sur sa table de nuit. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Marie, ma courageuse Marie. Abandonnée par sa famille à 17 ans, forcée de renoncer à son enfant, exilée dans un pays étranger. En 2015, quand elle a appris que grand-père était hospitalisé pour la dernière fois, elle a pris un train de nuit pour Marseille. Elle s'est glissée dans sa chambre d'hôpital sans que personne ne le sache. Lucas a baissé les yeux, visiblement ému par ce souvenir transmis par sa mère. Grand-père l'a reconnu immédiatement. Ils ont pleuré ensemble. Et il lui a tout raconté. Comment Élise et Antoine avaient manipulé les documents, comment ils avaient fait pression sur lui pour qu'il signe un testament qui les avantageait, comment ils avaient orchestré mon abandon. Il était mourant, mais lucide, et déterminé à réparer ses torts. Philippe semblait de plus en plus mal à l'aise, passant son doigt dans le col de sa chemise comme s'il l'étouffait. Élise, elle, avait perdu toute contenance, son masque de parfaite épouse volant en éclats devant ses révélations. C'est à ce moment-là que ma mère a contacté Maître Larocque, un ancien collègue d'Henri qui travaillait encore comme notaire dans le 7e arrondissement. Ils sont venus ensemble à l'hôpital, et grand-père a dicté ses dernières volontés, désignant ma mère comme héritière principale, avec une clause spéciale me concernant. J'ai fermé les yeux, submergé par l'émotion. Henri avait donc tenté de réparer nos erreurs, de protéger Marie et Lucas. Même sur son lit de mort, il avait essayé de faire ce qui était juste. Ma mère n'a jamais utilisé ce testament, a continué Lucas. Elle ne voulait pas d'argent, juste une reconnaissance. Mais quand elle a appris qu'elle était condamnée par le cancer, elle m'a transmis tous ces documents, cette histoire, pour que justice soit faite. Un homme âgé s'est avancé depuis le fond de la salle. Je l'ai reconnu malgré ma vision floue, Jean Larocque, l'ancien associé d'Henri que je n'avais pas vu depuis l'enterrement de mon mari. Je confirme chaque mot de ce jeune homme, a-t-il déclaré d'une voix forte malgré son âge. J'ai personnellement recueilli les dernières volontés d'Henri le Grand. Le testament existe et est parfaitement légal. À ces mots, Élise a laissé échapper un cri de rage pure. Elle s'est jetée sur Lucas, tentant de lui arracher les documents qu'il tenait encore. Mais mon petit-fils, plus jeune et plus vif, s'est écarté d'un mouvement fluide. Élise a trébuché, déséquilibrée par son élan et le poids de sa robe de mariée, s'étalant de tout son long sur le sol de marbre. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. Puis, lentement, Lucas s'est penché vers elle et lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Un geste de dignité qui m'a empli de fierté. « Je ne suis pas venu pour l'argent ou la vengeance », a-t-il dit doucement, mais assez fort pour que tous l'entendent. « Je suis venu pour la vérité, et pour ma grand-mère. » Élise a ignoré sa main, se relevant seule, le visage déformé par la haine. « Vous n'aurez rien », a-t-elle sifflé. « Rien du tout. » Lucas a alors révélé le plus troublant.
Lors de cette visite à l'hôpital, ma mère a découvert autre chose. Quelqu'un venait régulièrement voir grand-père en secret. Un visiteur qui lui administrait des médicaments qui n'étaient prescrits par aucun médecin. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Était-il en train d'insinuer ce que je craignais? Grand-père a confié à ma mère qu'il se sentait de plus en plus faible après ces visites, qu'il avait des soupçons. C'est pourquoi il était si pressé de rédiger ce Nouveau Testament. Je me suis assise sur une chaise dans le coin de la salle, mes jambes ne me portant plus. 70 ans de vie semblaient en soudain peser sur mes épaules, comme les pierres centenaires du château Borelli. Les accusations implicites de Lucas flottaient dans l'air, plus lourdes que le parfum entêtant des fleurs d'oranger qui décoraient encore les tables. Henri n'était pas mort naturellement. Cette pensée, que j'avais parfois laissé effleurer mon esprit dans les moments de doute, dans ces nuits d'insomnie où le passé revient nous hanter, prenait maintenant forme devant moi. Mon mari, mon Henri, avait peut-être été... Non, je n'osais même pas formuler le mot, même dans le secret de mes pensées. Une voix s'est élevée, brisant le silence glacial qui avait suivi les révélations de Lucas. C'était Philippe, mon fils, qui s'avançait vers moi d'un pas incertain, comme un homme marchant sur un fil au-dessus du vide. « Mère », a-t-il dit, s'agenouillant devant moi, son visage ravagé par une émotion que je n'avais pas vue depuis sa petite enfance, lorsqu'il venait se confesser d'avoir brisé un vase précieux ou volé un morceau de tarte. « Mère, pardonne-moi, j'étais lâche. » J'ai observé ce visage que j'avais vu grandir, ces traits qui mélangeaient ceux d'Henri et les miens, ce front qui se plissait exactement comme celui de mon père quand il était inquiet. Philippe, mon petit garçon devenu un homme de 53 ans qui avait trahi sa propre famille. « Lâche » ai-je répété, la voix tremblante. « C'est ainsi que tu qualifies le fait d'avoir abandonné ta propre fille, d'avoir menti sur l'existence de ton petit-fils, de m'avoir laissé vivre dans l'ignorance et le chagrin pendant 25 ans ?» Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Une larme est tombée sur le marbre poli, petite tache sombre qui s'est évaporée presque instantanément dans la chaleur de la salle. « Je n'ai pas su résister à Élise », a-t-il avoué, sa voix à peine audible. Elle avait cette emprise sur moi. Elle disait que c'était mieux pour Marie de recommencer ailleurs, loin du scandale, que l'enfant aurait une meilleure vie dans une famille adoptive. « Et tu l'as cru ?» J'ai secoué la tête, incrédule. « Comment as-tu pu choisir cette femme au détriment de ton propre sang ?» Les yeux de Philippe se sont levés vers moi, rouges et gonflés. « Je ne savais pas pour le testament, mère. Je te le jure. Je ne savais pas qu'elle visitait père à l'hôpital. Je pensais qu'il était simplement... » Son temps était venu. Autour de nous, les invités du mariage assistaient à notre tragédie familiale comme à une pièce de théâtre, à la fois fascinés et horrifiés. J'ai vu certains échanger des regards gênés, d'autres prendre discrètement des photos avec leur téléphone portable. Notre déchirement allait probablement faire les délices des réseaux sociaux dès ce soir. Lucas se tenait droit, son regard brûlant exigeant des réponses que je ne pouvais pas lui donner. Comment expliquer à ce jeune homme que j'avais failli à tous mes devoirs envers lui, que j'avais été trop faible, trop facilement manipulé, que j'avais accepté les mensonges parce que la vérité était trop douloureuse à affronter? Je me suis sentie plus petite, plus insignifiante que jamais. Une vieille femme brisée par une vie de silence et de compromission. Les paroles de ma propre mère me sont revenues en mémoire. Une Legrand ne plie pas, elle ne rompt pas, même sous la tempête la plus violente. J'avais failli à cet héritage aussi. Le poids de la honte m'écrasait. J'ai fermé les yeux, souhaitant presque disparaître, m'effacer de cette scène insoutenable. Et c'est alors que j'ai senti une main se poser sur la mienne. J'ai rouvert les yeux. Lucas était accroupi devant moi, à côté de Philippe. Son regard n'était plus celui d'un accusateur, mais celui d'un petit-fils cherchant à comprendre. « Grand-mère », a-t-il dit doucement, « ma mère ne vous a jamais blâmé. Jamais. Elle m'a raconté comment vous aviez lutté, comment on vous avait fait croire que j'étais mort, comment on vous avait isolé. Elle savait que vous auriez agi différemment si vous aviez connu la vérité. » Des larmes ont coulé sur mes joues, creusant des sillons dans le maquillage que j'avais si soigneusement appliqué pour le mariage de mon fils. Ce mariage qui n'était plus qu'une façade, comme tout le reste dans notre vie. Je n'ai pas été assez forte, ai-je murmuré. Pas assez forte pour Marie, pas assez forte pour toi, pas assez forte pour Henri. Lucas a secoué la tête. La force n'est pas toujours où l'on croit. Ma mère disait que c'était votre gentillesse qui était votre vraie force. Et aussi votre plus grande vulnérabilité dans cette famille de loups. Un mouvement furtif a attiré mon attention. Élise, qui semblait s'être éclipsée pendant notre échange, revenait dans la salle,
son visage désormais composé en un masque d'indifférence glaciale. Elle tenait à la main son téléphone portable et semblait avoir passé un appel important. Lucas a suivi mon regard et s'est tendu imperceptiblement. Il a ensuite plongé la main dans sa poche et en a sorti un objet qui m'a fait sursauter. Mes anciennes lunettes, celles que j'avais perdues lors d'une visite chez lui il y a 3 mois. L'une des rares fois où j'avais osé rendre visite à ce petit-fils récemment retrouvé, dans son petit appartement de la Joliette. « Vous les aviez oubliées chez moi » a-t-il expliqué, me les tendant avec précaution. « Je les ai gardées en attendant de vous les rendre. » Ce geste simple, ces lunettes abîmées par le temps, avec leurs verres rayés et leur monture dorée légèrement tordue, ont déclenché en moi une émotion que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas maintenant, pas au milieu de ce chaos. Ces lunettes étaient celles que je portais quand j'avais vu Lucas pour la première fois, à travers la vitre de la maternité. Celles que je portais quand Henri et moi nous promenions sur la corniche les dimanches après-midi. Celles que je portais quand j'avais lu la fausse annonce du décès de mon petit-fils dans la Provence. Les témoins silencieux de ma vie. « Tu les as gardés tout ce temps ?» ai-je demandé, touchant délicatement la monture comme si elle risquait de se désintégrer sous mes doigts. Lucas a hoché la tête. Comme un lien entre nous même quand nous étions séparés. Je les ai mises, et soudain le monde est devenu plus net. Je pouvais voir clairement le visage de mon petit-fils, ses yeux, les yeux d'Henri, qui me regardaient avec une compassion que je ne méritais pas. À cet instant précis, j'ai compris. Lucas n'avait jamais cessé de me chercher. Et moi, sans le savoir, je n'avais jamais cessé de l'attendre. Malgré les mensonges, malgré les années perdues, un fil invisible nous reliait toujours. Ce lien sacré entre une grand-mère et son petit-fils, que même les manipulations les plus habiles n'avaient pu briser complètement. Avec mes lunettes retrouvées, le monde autour de moi avait repris sa netteté. Je pouvais enfin voir clairement les visages des invités, partagés entre la gêne et la curiosité morbide. Je pouvais voir le teint livide de Philippe, les traits crispés d'Élise et surtout, je pouvais voir Lucas, mon petit-fils, dans toute sa dignité tranquille. Je me suis levé avec difficulté, mes articulations raides protestant contre ce mouvement soudain. Lucas m'a offert son bras en soutien et je l'ai accepté, sentant sous mes doigts la solidité réconfortante de sa présence. « Je voudrais dire quelque chose », ai-je annoncé, ma voix retrouvant une fermeté que je croyais perdue depuis longtemps. Le silence est tombé immédiatement sur l'assemblée. Même l'orchestre, qui avait timidement recommencé à jouer une mélodie discrète dans un coin, s'est tu. Pendant 70 ans, ai-je commencé, j'ai vécu selon les règles de la bienséance et de la discrétion. J'ai gardé les secrets de famille, comme on garde des trésors précieux. J'ai accepté les demi-vérités et les non-dits, parce qu'on m'avait appris que c'était ainsi qu'une dame de la bonne société marseillaise devait se comporter. Ma voix a légèrement tremblé, mais j'ai poursuivi, puisant dans une réserve de force que je ne soupçonnais pas. Aujourd'hui, je déclare devant vous tous que cette époque est révolue. Voici, ai-je dit en posant ma main sur l'épaule de Lucas, ma véritable famille, la seule qui compte désormais à mes yeux. Quiconque ne peut accepter cette réalité n'est pas le bienvenu dans ma vie, ni dans ma maison. J'ai regardé droit dans les yeux de mon fils. Philippe, tu as fait ton choix il y a bien longtemps. Tu as choisi les mensonges et l'apparence plutôt que l'amour et la vérité. Je ne te juge pas. Chaque homme doit vivre avec sa conscience, mais je ne peux plus prétendre que rien ne s'est passé. Philippe a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Son silence valait tous les aveux du monde. Je me suis ensuite tourné vers Élise, qui se tenait droite, son visage figé dans une expression de défi glacial. La beauté qui m'avait autrefois impressionné, cette élégance racée qui avait séduit mon fils, me paraissait maintenant factice, comme un masque de cire prêt à fondre à la moindre chaleur humaine. Quant à vous, ma chère, ai-je dit, savourant pour la première fois la liberté de m'exprimer sans filtre, vous avez peut-être gagné une bataille en éloignant Marie et Lucas de notre famille pendant toutes ces années. Mais vous n'avez pas gagné la guerre. Élise a laissé échapper un rire méprisant, mais j'ai pu voir ses mains trembler légèrement, trahissant sa nervosité. « Vous êtes pathétique, Simone », a-t-elle sifflé. Une vieille femme sénile qui s'accroche à des chimères. Ce garçon n'est qu'un opportuniste qui a flairé l'héritage. Et vous, dans votre naïveté, vous tombez droit dans son piège. Lucas n'a pas réagi à la provocation. Il est resté calme, sa main posée légèrement sur mon dos, me donnant la force de continuer. « L'héritage », ai-je répété avec un sourire triste. « C'est donc tout ce qui vous importe? Les biens matériels, l'argent, les propriétés? Pauvre Élise.
Vous n'avez jamais compris ce qu'est le véritable héritage des Legrand. Je me suis tourné vers les invités, ces témoins involontaires de notre drame familial. Le véritable héritage n'est pas dans les pierres de notre maison sur la corniche, ni dans les comptes en banque. Il est dans les valeurs que nous transmettons, dans l'amour que nous partageons, dans la vérité que nous honorons. Élise a fait un pas en avant, sa robe de mariée bruissant comme un serpent sur le marbre. Très touchant, a-t-elle dit avec un rictus. Mais les belles paroles ne changent pas la réalité légale. Votre précieux appartement est déjà hypothéqué pour notre nouvelle résidence à Cassis. Les papiers sont signés, Simone. Vous avez signé vous-même les procurations il y a 6 mois. J'ai froncé les sourcils, confuse. Je n'ai jamais signé de procuration. Oh, mais si, a insisté Élise, un éclat triomphal dans les yeux. Rappelez-vous ce jour où vous étiez si fatigué après votre opération de la cataracte? Philippe vous a apporté des documents à signer pour la banque. Vous avez fait confiance à votre fils, comme toujours. La réalisation m'a frappé comme une gifle. Ces papiers que j'avais signés sans les lire, convaincu qu'il s'agissait simplement des formulaires post-opératoires, j'avais été berné encore une fois. Mais étrangement, cette dernière trahison ne m'a pas anéanti. Au contraire, elle a libéré quelque chose en moi, comme si le dernier lien qui me rattachait à cette vie de soumission et de silence venait de se rompre. Peu importe, ai-je dit, redressant les épaules. Gardez l'appartement, gardez l'argent, gardez tout ce que vous voulez des possessions matérielles. Élise a cligné des yeux, décontenancée par ma réaction. Ce qui m'appartient véritablement, ai-je continué, personne ne peut me le prendre. Pas même vous avec vos manipulations et vos mensonges. Je me suis tourné vers Lucas, qui m'observait avec un mélange de fierté et d'émotion contenue. Nous partons, lui ai-je dit. Il n'y a plus rien pour nous ici. Lucas a hoché la tête et m'a offert son bras. Ensemble, nous avons traversé la salle de réception sous le regard ébahi des invités. Élise est tombée à genoux, non par repentir, mais parce qu'elle réalisait soudain qu'elle avait peut-être gagné la bataille des biens matériels, mais qu'elle avait irrémédiablement perdu quelque chose de bien plus précieux, le respect, la dignité, l'intégrité morale. Philippe pleurait silencieusement, écrasé par le poids de sa propre lâcheté. Je l'ai regardé une dernière fois, ce fils que j'avais tant aimé, et j'ai senti dans mon cœur un mélange de tristesse profonde et d'acceptation. Certaines ruptures sont nécessaires pour qu'une guérison puisse commencer. Nous sommes sortis du château Borelli sous une pluie fine qui avait commencé à tomber sur Marseille. L'air frais de la nuit a caressé mon visage comme une bénédiction, lavant les larmes et la douleur accumulée depuis trop longtemps. Main dans la main avec Lucas, j'ai descendu les marches de pierre, chaque pas m'éloignant de mon ancienne vie et me rapprochant d'une nouvelle aube. Le vent froid de Marseille ne me faisait plus peur. J'avais perdu beaucoup, un fils, une maison, des années précieuses. Mais à cet instant précis, j'avais retrouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, le droit d'être aimé sans condition, sans honte. Et alors que nous marchions dans la rue mouillée, une phrase est venue se loger dans mon cœur, une vérité simple que je savais que je garderais pour le reste de ma vie. Parfois, le sang nous trahit, mais l'amour que nous créons est le véritable héritage. Parfois dans la vie, nous nous retrouvons face à un choix déchirant, rester dans le confort des mensonges ou embrasser la douleur de la vérité. Simone a choisi la vérité, même si cela signifiait perdre son fils et affronter les fantômes du passé. Auriez-vous eu ce courage? Auriez-vous été capable de tourner le dos à une vie entière de compromission pour retrouver votre dignité, comme cette grand-mère de 70 ans l'a fait ce soir de mariage? Notre histoire nous rappelle que la famille n'est pas toujours définie par le sang. Parfois, elle se construit à travers les épreuves, les retrouvailles et la reconnaissance mutuelle de notre humanité. Simone et Lucas ont perdu 25 ans, mais ils ont gagné quelque chose de bien plus précieux, une relation authentique, bâtie sur la vérité et non sur les apparences. N'oublions jamais que le véritable héritage que nous laissons n'est pas dans nos biens matériels, mais dans les valeurs que nous défendons et l'amour que nous partageons. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ce message d'espoir et de courage. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui font réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie, et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place de Simone. Car c'est en partageant nos expériences et nos réflexions que nous devenons tous, ensemble, plus sages et plus humains.